Après la Seconde Guerre mondiale, le sort des femmes étroitement liées au régime du Troisième Reich fut généralement très difficile. Hitler se suicida avec son épouse, Eva Braun. Leur fin dramatique constitua toutefois une exception. La plupart des épouses des dirigeants nazis durent faire face aux procédures de dénazification, à la condamnation sociale, à la perte de leurs biens et à la nécessité de se réadapter à des conditions de vie totalement nouvelles. L'une de ces femmes était Margaret Himmler. Margaret Boden naquit en 1893. Issue d'une famille bourgeoise, elle obtint la qualification d'infirmière et dirigea une clinique privée à Berlin. Elle rencontra Heinrich Himmler dans la seconde moitié des années 1920, très probablement lors de l'une de ses interventions publiques. En 1928, ils se marièrent. La différence d'âge, le fait que Margaret fut divorcée et son appartenance au protestantisme ne constituèrent pas un obstacle à l'officialisation de leur relation. Avant la guerre, elle s'engagea dans les activités de la Croix-Rouge allemande et participa à la vie sociale du milieu nazi, accompagnant son mari dans sa carrière politique. Pendant la guerre, elle œuvra au sein des structures de la Croix-Rouge, supervisa des hôpitaux du district militaire et effectua des voyages officiels dans les territoires occupés. Elle n'occupa pas de poste décisionnel dans l'appareil d'État, mais profita des privilèges liés à la position de son mari. Leur mariage se désagrégea progressivement, surtout après qu'Himmler eut entamé une relation durable avec Hedwig Podtast. En avril 1945, Margaret quitta Gmund avec sa fille Gudrun. En mai, elles furent arrêtées par les forces alliées dans le nord de l'Italie et internées. Elles furent envoyées dans des camps d'interrogatoire où Margaret fut examinée à plusieurs reprises afin de déterminer si elle détenait des informations sur les activités d'Himmler. Il fut établi qu'elle n'avait pas participé au processus décisionnel de la SS, mais que sa position sociale était directement liée aux avantages procurés par le système mis en place par la direction nazie. Après sa libération en 1946, elle fut soumise à une procédure de dénazification. Elle fut d'abord classée comme « Mittelführerin », c'est-à-dire participante passive de la vie politique du Troisième Reich. Aux étapes suivantes, on considéra qu'elle avait tiré profit du système nazi et occupé des fonctions soutenant son fonctionnement. Les décisions finales comprenaient l'obligation d'effectuer des travaux forcés dans une mesure limitée, la perte de ses droits civiques et de ses prestations de retraite. Margaret fit appel, soutenant que ses activités avaient été purement humanitaires, mais les décisions de dénazification furent maintenues. Après la fin de la procédure, elle vécut dans des conditions nettement plus modestes qu'avant la guerre. Elle résida au centre Bethel de Bielefeld, puis chez des proches, et à partir du milieu des années 1950, elle habita à Hippen puis à Munich. Elle ne mena aucune activité publique et resta à l'écart de la vie politique. Sa fille Gudrun poursuivit en revanche son engagement dans des milieux d'extrême droite. Margaret Himmler mourut à Munich en 1967. Emmy Göring était actrice et l'épouse d'Hermann Göring lui-même, l'un des architectes et des principaux acteurs du Troisième Reich hitlérien. Née Emma Johanna Henningson-Mann à Hambourg en 1893, elle fut une actrice de théâtre appréciée, ayant acquis dès les années 1920 une certaine renommée sur les scènes allemandes. Issue d'une famille bourgeoise, elle lia très tôt son avenir au théâtre, se produisant notamment à Hambourg et à Berlin. Ce fut précisément la vie artistique de la capitale qui la conduisit à fréquenter des cercles où les représentants de l'élite nazie émergente gagnaient en influence. Au début des années 1930, elle rencontra Hermann Göring, l'un des collaborateurs les plus ambitieux et déjà puissants d'Adolf Hitler. Leur relation devint rapidement publique et en 1935, le couple célébra un mariage fastueux auquel participèrent les principaux dignitaires du Troisième Reich, Hitler en tête. Dès lors, Emmy assuma le rôle de représentante officielle de son mari, assista aux cérémonies d'État, reçut des invités étrangers et fut présentée par la propagande comme l'une des femmes les plus élégantes et influentes du régime. En 1938, elle donna naissance à sa fille Eda, dont la venue au monde fut transformée en événement politique et propagandiste. Après la capitulation de l'Allemagne, Emmy fut arrêtée par les Alliés et, avec sa jeune fille, placée dans un centre d'internement. Les conditions y étaient à l'opposé du luxe auquel elle avait été habituée durant la guerre. Pendant ce temps, Hermann Göring se trouvait à Nuremberg comme l'un des principaux accusés du procès intenté contre les dirigeants nazis. Emmy ne pouvait suivre de loin que le déroulement du procès de son mari pour les crimes du régime. Après l'annonce de la condamnation à mort, Göring se suicida la nuit précédant l'exécution en octobre 1946. Pour Emmy, cela signifia la fin de tout espoir de retrouver son statut d'antan.
Une fois les procès de Nuremberg achevés, Emmy Göring fut soumise à une procédure de dénazification. Elle ne fut pas jugée comme criminelle de guerre, mais comme une personne étroitement liée à l'élite nazie, ayant tiré de grands avantages de cette position et ayant soutenu publiquement le régime. La procédure se conclut par son classement parmi les grévistes, catégorie des personnes lourdement compromises, ce qui entraîna de lourdes sanctions, confiscation d'une grande partie de ses biens, interdiction d'exercer le métier d'actrice pendant plusieurs années et peine d'emprisonnement généralement décrite comme une période de travaux forcés ou de détention dans un établissement pénitentiaire. Ces décisions symbolisaient une rupture totale avec sa position sociale d'autrefois. Pour une personne qui, quelques années auparavant, vivait dans des palais et figurait parmi les femmes les plus en vue du régime, ce fut une expérience humiliante et douloureuse. Les dernières années de la vie d'Emmy Göring se déroulèrent dans le silence et l'isolement, uniquement en compagnie de sa fille. Elle ne retrouva jamais son ancien patrimoine ni son influence sociale. Elle mourut en 1973 à Munich, à l'âge de 80 ans. Annelie von Ribbentrop était l'épouse de Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères, qui joua un rôle clé dans le pacte germano-soviétique, connu sous le nom de pacte Ribbentrop-Molotov. Née Anna Elisabeth Annelies Henkel en janvier 1896 à Mayence, elle appartenait à la famille Henkel, très riche et réputée pour sa production de vins mousseux. Elle grandit dans un milieu où l'élégance, le savoir-vivre et la capacité à évoluer dans le monde des affaires et les hautes sphères revêtaient une grande importance. Elle rencontra Joachim von Ribbentrop peu après la Première Guerre mondiale. Selon de nombreux souvenirs, leur première rencontre eut lieu lors d'un match de tennis, reflet du style de vie des milieux aisés de l'époque. Le couple se maria en juillet 1920 et dès le début leur union fut celle d'un solide partenariat, Annelie jouant un rôle non seulement d'épouse, mais aussi de conseillère, influençant les contacts et les ambitions de son mari. Dans les années 1920 et 1930, la maison des Ribbentrop à Berlin-Dahlem devint un lieu de rencontre pour industriels, diplomates et hommes politiques allemands. Annelies était connue pour son énergie et sa détermination, et l'on soulignait souvent l'influence notable qu'elle exerçait sur la carrière de Joachim. Tous deux adhérèrent au NSDAP en 1932 et dans les années suivantes, Annelie s'intégra au cercle social de l'élite nazie. Elle évoluait parmi les diplomates et hauts fonctionnaires tout en veillant à l'image publique de sa famille, soutenant les ambitions de son mari, devenu ministre des Affaires étrangères en 1938. Vers la fin de la guerre, elle chercha refuge dans divers endroits en Allemagne, mais fut arrêtée par les Alliés. D'après les sources disponibles, elle fut internée quelque temps dans l'ancien camp de concentration de Dachau, utilisé après la capitulation pour détenir des personnes liées au régime. Cet internement marqua le début d'une longue période d'incertitude, de pertes matérielles et d'infamie publique. Pendant ce temps, son mari, capturé par les Alliés, fut jugé à Nuremberg et condamné à mort. L'exécution eut lieu en octobre 1946. L'annonce de sa mort et les circonstances du procès marquèrent pour Annelie le début d'un long combat pour préserver sa mémoire et récupérer une partie des biens familiaux. Les Alliés avaient confisqué de nombreuses propriétés et actifs des Ribbentrop, ce qui la contraignit à entreprendre de nombreuses démarches juridiques. Après la guerre, Annelie s'efforça constamment d'influer sur la manière dont la politique de Joachim von Ribbentrop était perçue. Au fil des années, elle publia ses notes et documents laissés, ainsi que ses propres commentaires et interprétations, souvent ouvertement révisionnistes et défendant la politique étrangère du Troisième Reich. De nombreux témoignages la décrivent comme une femme inflexible, profondément convaincue du bien-fondé de l'idéologie servie par son mari. Sa position contrastait fortement avec les efforts de dénazification de la société allemande et suscita des critiques tant dans l'opinion publique que parmi les personnes liées au procès de Nuremberg. L'aumônier américain Henry F. Gérec, qui accompagna certains des accusés, laissa une description particulièrement défavorable de son caractère, soulignant sa dureté, sa froideur et son attachement manifeste aux idées nazies. Annelie von Ribbentrop mourut en octobre 1973 à Wuppertal. Ilse S. était l'épouse de l'homme politique nazi Rudolf Hess. Elle naquit le 22 juin 1900 à Hanovre et fut l'une des premières étudiantes de l'université de Munich. C'est là, en avril 1920, qu'elle rencontra Rudolf Hess, alors qu'ils étudiaient tous deux et louaient par hasard des chambres dans la même pension.
Ils se marièrent le 20 décembre 1927 à Munich. Parmi les témoins figurait Adolf Hitler, qui devint ensuite le parrain de leur unique enfant, Wolf Rüdiger, et Ilse, par son mariage et ses convictions personnelles, entra dans le cercle social intérieur de la direction nazie. Après le vol dramatique et solitaire de son mari vers l'Écosse en mai 1940 et son emprisonnement prolongé, Ilse vécut relativement discrètement en Bavière et dans la région alpine, consacrant ses efforts à la défense et à la commémoration de son époux sans jamais se distancier publiquement du nazisme. Dans les premières années d'après-guerre, elle rassembla et publia des documents liés à Rudolf Hess, l'ouvrage le plus connu étant le recueil de correspondance England, Nuremberg, Spandau. Un Schicksal in Briefen, publié en 1952, et elle demeura une correspondante active et un contact important pour d'anciens nazis et sympathisants, accordant des interviews, prenant la parole lors de réunions de milieux proches et contribuant à façonner l'image de Rudolf Hess comme une sorte de martyr du mouvement. Son attitude publique après 1945 fut d'autant plus remarquable qu'elle ne traduisait aucun repentir. Ilse ne dissimulait pas ses convictions et s'efforçait constamment de maintenir vivante la mémoire de son mari et sa version des événements, en publiant des lettres et en utilisant des plateformes qui lui étaient favorables. Ainsi devint-elle une figure connue des réseaux d'anciens nazis qui, en République fédérale, continuaient à se réunir et à correspondre, et son activité contribua à maintenir le petit mais durable culte de Rudolf Hess, tandis que celui-ci purgeait une peine de réclusion à perpétuité à la prison de Spandau. Sur le plan personnel, Ilse dut affronter les conséquences du fait que son mari fut l'un des dirigeants nazis les plus connus emprisonnés après la guerre. Elle se souciait de son sort, gérait sa correspondance et protégeait les affaires familiales. Leur fils unique, Wolf Rüdiger, se consacra plus tard, publiquement et en privé, aux répercussions d'être l'héritier du nom Hess et participa au rapatriement du corps de son père après sa mort en 1987. Ilse vécut jusqu'à un âge avancé et mourut le 7 septembre 1995 à Lilienthal, en Basse-Saxe. Gerda Bormann était l'épouse de Martin Bormann, l'un des dirigeants du Troisième Reich. Née Gerda Busch en octobre 1909, elle était la fille de Walter Busch, haut fonctionnaire du NSDAP. Elle rencontra Martin Bormann à l'adolescence, à une époque où Hitler et d'autres hauts responsables du parti fréquentaient souvent la maison de ses parents. Ils se marièrent le 2 septembre 1929 avec Rudolf Hess et Adolf Hitler parmi les témoins. Mince, d'apparence calme et conventionnelle, Gerda jouait le rôle typique des épouses de dignitaires nazis. Elle tenait la maison, s'occupait d'une famille nombreuse et était considérée comme une mère exemplaire. Avec Martin, elle eut un très grand nombre d'enfants, généralement 9 ou 10, dont certains reçurent des prénoms reflétant les liens étroits entre la famille Bormann et les plus hauts cercles du pouvoir du Troisième Reich. Dans sa vie privée, elle occupait une position courante parmi les femmes entourées par le régime, publiquement admirée comme le visage domestique du parti, mais vivant un mariage difficile. Les récits contemporains et les études historiques ultérieures dépeignent Martin Bormann comme un mari autoritaire, souvent brutal, ayant de nombreuses liaisons et imposant une discipline sévère à la maison. Gerda, selon la plupart des témoignages, demeura loyale et dévouée. Fin avril 1945, alors que les Alliés se rapprochaient, elle s'enfuit avec certains de ses enfants de la région de l'Obersalzberg vers l'Italie. Dans les mois qui suivirent immédiatement la capitulation, elle fut placée sous supervision alliée, interrogée et surveillée, car son mari avait disparu et était recherché comme l'un des criminels nazis les plus importants. Gerda ne survécut pas longtemps à la guerre. À Merano, dans le nord de l'Italie, elle reçut un diagnostic de cancer et y mourut en mars 1946. Henriette von Schirach était l'épouse de Baldur von Schirach, le chef des jeunesses hitlériennes. Née en 1913 sous le nom d'Henriette Hoffmann, elle grandit dans un environnement étroitement lié à la montée du mouvement national-socialiste. Son père, Heinrich Hoffmann, était le photographe personnel d'Adolf Hitler et l'un de ses plus proches compagnons depuis les années 1920. Grâce à cela, Henriette fit très tôt partie du petit cercle de personnes ayant un accès direct à Hitler. Elle assistait à des réceptions, des réunions mondaines et des événements politiques, ce qui façonna dès l'enfance sa vision du monde et sa position sociale. C'est dans ce milieu qu'elle rencontra Baldur von Schirach, futur chef des jeunesses hitlériennes et Gauleiter de Vienne. Les deux se lièrent au début des années 1930 et se marièrent le 30, et en mars 1932, une cérémonie presque d'envergure étatique, Adolf Hitler comptant parmi les témoins. Le couple von Schirach
rejoignit rapidement l'élite nazie. Henriette participa à de nombreuses cérémonies, voyages officiels et rencontres, jouant un rôle non seulement d'épouse d'un haut fonctionnaire, mais aussi de figure connue par son origine, ses contacts et sa présence dans les cercles du pouvoir. Dans les premières semaines suivant la capitulation allemande, elle fut arrêtée par les Alliés et internée à Bad Tölz, un camp destiné principalement aux femmes associées à l'appareil nazi. Ses mémoires décrivent les conditions de détention et les tâches humiliantes auxquelles elle affirmait avoir été soumise. Au printemps 1946, elle fut libérée, mais cela ne mit pas fin à ses responsabilités juridiques. Henriette comparut devant un tribunal allemand de dénazification. Elle fut d'abord classée comme « politiquement chargée », une catégorie relativement sévère dans le système de responsabilité d'après-guerre. Par la suite, son statut fut ramené à celui de « moins chargé », ce qui entraîna une amende et une période de surveillance. Bien qu'elle n'ait pas subi de lourdes sanctions, son nom resta entaché politiquement et le retour à une vie sociale normale fut difficile. Pendant ce temps, son mari Baldur von Schirach fut jugé à Nuremberg et condamné à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité commis durant son mandat à Vienne et la déportation de la population juive de la ville. Le mariage ne survécut pas à sa longue incarcération. Ils divorcèrent officiellement en 1949. Malgré cela, Henriette tenta pendant un certain temps d'obtenir un allègement de sa peine, écrivant des requêtes, contactant des fonctionnaires et présentant son mari comme un homme mu par des motivations idéalistes, selon elle. Ces efforts n'eurent aucune influence sur la décision concernant sa libération anticipée. Lina Heydrich était l'épouse de Reinhard Heydrich, un officier de police allemand ayant le grade de général. Née Lina Mathilde von Osten le 14 juin 1911 sur l'île baltique de Fehmarn, elle était une jeune femme lorsqu'elle rencontra le lieutenant de marine Reinhard Heydrich lors d'un bal du club d'aviron de Kiel en décembre 1930. Ils se fiancèrent en quelques jours et se marièrent le 26 décembre 1931. Fervente et précoce partisane du national-socialisme, Lina encouragea Heydrich à quitter la marine pour rejoindre la SS. Et, durant la majeure partie des années 30, elle s'occupa du foyer tandis qu'il gravissait les échelons du régime, devenant l'un de ses fonctionnaires les plus influents et les plus impitoyables. Lorsque Reinhard Heydrich fut assassiné à Prague en 1942, Lina se retrouva veuve avec 4 jeunes enfants. Les années suivant 1945, comme pour de nombreux proches parents des hauts dignitaires nazis, la confrontèrent à la justice d'après-guerre, à l'isolement et à un intérêt public constant. Les autorités tchécoslovaques la condamnèrent par contumace à la prison à perpétuité, mais elle ne purgea jamais sa peine, étant restée en Allemagne de l'Ouest. Parallèlement, les tribunaux de dénazification ouest-allemands finirent par l'innocenter, et, au cours d'une série de procès dans les années 1950, Lina obtint le droit de percevoir une pension en tant que veuve d'un général de police allemand. Des décisions judiciaires de 1956 et de 1959 obligèrent le gouvernement de la RFA à lui verser des prestations jusque-là refusées en raison du rôle de Heydrich dans les crimes du régime. À Fehmarn, Lina tenta de reconstruire sa vie privée tout en défendant farouchement la réputation de son mari. Dans les années 1950 et 1960, elle exploita leur ancienne maison de vacances, comme restaurant et petite pension. En février 1969, le bâtiment au toit de chaume brûla lors de travaux de soudure dans le grenier. Lors de vacances en Finlande en 1965, elle rencontra le metteur en scène Mauno Manninen et adopta son nom. Le mariage fut bref, et certains affirmèrent qu'il visait entre autres à faciliter un changement de nom sur ses documents. Manninen mourut plus tard la même année. En public, Lina resta inflexible et ne manifesta aucun remords, défendant les actes de Reinhard Heydrich. En 1976, elle publia ses mémoires, dans lesquelles elle chercha à façonner la narration autour de son mari, minimisant sa responsabilité dans les crimes les plus graves du régime et présentant les événements d'une manière jugée inacceptable par les historiens et les familles de victimes. Dans ses interviews et publications d'après-guerre, elle tenta à plusieurs reprises de réinterpréter ou de nier des faits liés à la politique d'extermination à laquelle Heydrich avait pris une part essentielle. Les chercheurs considèrent ces propos comme faisant partie d'une stratégie consciente d'embellissement du passé. Elle mourut le 14 août 1985 à Fehmarn.